falloir qu'on se colle Alors, je vais profiter du fait que le centre de santé publique du centre hospitalier du Fléria à Bourg-en-Bresse dans l'Ain arrive tranquillement et s'installe devant l'écran pour co-présenter le travail d'articulation qu'ils ont mis en place avec la PAS, pour vous rappeler que donc l'idée du web café d'aujourd'hui, c'est d'aborder l'épineuse question, je vais vraiment le dire comme ça, des bilans de santé primo-arrivants. Et donc de la collaboration que ces bilans de santé supposent entre les CLAT et les CEGID. Pardon, les CLAT, les CEGID et les PAS. Et de vous présenter donc deux organisations qui sont des organisations qui ont le mérite de fonctionner, d'avoir des avantages et des inconvénients. Et l'idée de ces présentations, c'est vraiment de vous donner des idées. l'oreille. C'est bon. Oh, pardon. Je te fais une place, oui. Du coup, on vous entend super fort pour moi, ça ne sais pas si c'est chez moi. Voilà, de vous donner des billes pour penser peut-être sur vos différents territoires une articulation, une meilleure articulation avec vos CLAT et vos CEGID, tout en sachant bien évidemment que chaque territoire, chaque département est organisé différemment sur ces sujets, que tous les départements ne sont pas dotés des mêmes ressources. Donc l'idée, c'est pas de vous proposer des modèles à copier absolument, mais plutôt de malgré tout vous proposer des organisations qui ont le mérite d'exister et de fonctionner, et de pouvoir avoir un temps d'échange autour de ça, à la fois des présentations qui vous seront faites, mais aussi de ces articulations et des difficultés que vous rencontrez ou des solutions que vous avez trouvées sur d'autres territoires. Donc l'idée, là, on ne va pas tarder à commencer. L'idée, c'est d'avoir donc 2 présentations de 15 minutes chacune. Donc c'est un timing un peu contraint, et je remercie beaucoup nos participants de s'être contraints à ce format qui est encore une fois très contraignant. Et puis ensuite, on vous laissera la parole pour une vingtaine de minutes, une petite demi-heure si certains peuvent déborder sur 14 heures. Bourg-en-Bresse, vous êtes prêts? Presque. Oui, bonjour. Vous nous entendez? Allô? Alors, oui, on vous entend très bien, ouais. Oui. Bonjour. Corinne Ponsard, Bonjour. je suis infirmière coordinatrice au niveau du centre de santé public, du coup, sur Bourg-en-Bresse. OK. Et donc, eh bien, je vais vous parler au niveau du centre de santé public. Du coup, par rapport au partenariat qu'on a avec la PAS, donc du coup, je vous ai fait une petite présentation sur la diapo suivante de notre activité. Parce que nous, le centre de santé publique, du coup, on est sur l'hôpital Fléria. Donc, on est mission ARS, bien sûr, et on a 3 missions principales qui sont le CEGID, par rapport au centre gratuit de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Et sous donc cette mission, on fait tout ce qui est les dépistages, les préventions, les interventions au niveau des jeunes aussi, ou du public précaire notamment. C'est quelque chose, j'ai mis quelques chiffres dans les bulles qui représentent notre activité sur 2024 à titre indicatif. Après, donc, on a notre mission aussi de centre de vaccination où on donne toute la vaccination donc, à partir de 6 ans, donc gratuitement avec la mise à disposition des vaccins. On se déplace auprès du public aussi, qui peut, dans tout le département, parce qu'on a une antenne mobile avec le camion Croix-Rouge. Donc, on a signé un partenariat avec eux. Donc, on loue leur camion sur des sorties pour pouvoir se déplacer et proposer ces 2 missions de CEGID et du centre de vaccination auprès du public éloigné des soins. Donc, aussi, dans le département de l'Ain, le département est quand même très large géographiquement et on peut aller du coup dans les coins du Pays de Gex, de Bugey Sud, des endroits où l'accès aux soins est plus difficile. Et aussi, on fait la mission CLAT. Donc, sur la mission CLAT, on fait, depuis 2022, le nouveau RAP, on fait tout ce qui est dépistage ciblé par rapport aux populations à risque. Parce que normalement, le CLAT, on fait tout ce qui est la lutte anti-tuberculose. Donc, aussi bien des dépistages ciblés de radio-pulmonaire, la vaccination pour les enfants qui sont dans les recommandations, et puis tout ce qui est les suivis des enquêtes. Quand il y a un cas qui est déclaré, c'est nous qui sommes en charge de prendre toutes les personnes qui ont pu être exposées. Mais donc, du coup, par rapport au CLAT, pour réunir ces 3 missions, on a donc proposé de plus en plus, la diapo suivante, du coup, les bilans de prévention, qui est donc notre nouvelle mission. Et c'est vraiment dans ce cadre-là où on est en partenariat avec la PAS.
parce que donc nous, on propose une consultation médicale. Donc, c'est surtout orienté à tous les primo-arrivants. Donc, on a un fort partenariat avec des associations qui gèrent l'hébergement, notamment tout ce qui est Alpha 3A, la sauvegarde pour les jeunes mineurs, ou aussi Tremplin ou d'autres, des CADOMA, enfin les différents partenaires sociaux. Et du coup, grâce à ce partenariat qui est en place depuis quand même plusieurs années, hein, on n'a pas attendu 2022, on avait déjà commencé à le faire, mais on le fait de plus en plus. On fait donc la consultation médicale pour chacun, le dépistage du coup des IST, la mise à jour des vaccinations comme on a vu, mais aussi un bilan global qui va reprendre tout ce qui est la recherche de bilharziose selon les zones, la zone géographique d'où ils viennent, les bilans sanguins globaux à la recherche des problèmes hépatiques, diabète ou autres, et aussi tout ce qui est l'orientation vers les autres services. Et c'est dans ce cadre-là où on peut avoir justement un fort partenariat aussi avec la PAS pour orienter qu'il y a une autre problématique de santé, parce que nous, on reste vraiment sur le bilan préventif. Donc ça, c'est vrai que je vous ai mis les chiffres, je crois, la diapo là-bas, on voit quand même beaucoup de personnes hein, dans ce cadre-là. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble pour ne pas doubler aussi justement les interventions avec la PAS. Parce que du coup, nous, tous les bilans qu'on fait, le but, c'est aussi de ne pas les réitérer en double sur un instant qui peut être proche et de pouvoir savoir que l'autre va pouvoir prendre en charge les patients. Après, sur la diapo suivante, justement, je vous ai mis où c'est que nous intervenons globalement, nous, le Centre de santé publique. C'est une carte qui est assez complète parce que je l'utilise aussi. Donc, qui reprend avec les petites croix rouges. C'est partout où nous, on va se déplacer du coup pour, comme je vous disais, avec l'antenne mobile de la Croix-Rouge, où on va proposer tout ce qui est nos missions de dépistage et de vaccination auprès du public précaire. Donc, ça va aussi bien de Trévoux, Meximieux, à Ornex, Ferney-Voltaire, des coins très éloignés du système central de Bourg ou des autres hôpitaux qui sont sur Oyonnax et Pelé. Mais aussi donc toutes les structures d'hébergement où on a un partenariat qui vont soit nous amener les personnes pour qu'on puisse leur proposer la consultation de prévention, soit on va se déplacer dans les structures. En fait, j'ai écrit en rouge toutes les structures où on se déplace. Donc, on va jusqu'à Culose, hein, sur Bélignat notamment, en Berrieux, et Villars-les-Dombes, où on va régulièrement, tous les 2 mois environ, pour proposer la consultation de prévention et aussi le suivi des vaccinations, le suivi aussi médical des fois, mais dans le cadre de nos missions qui sont toujours du coup autour de la tuberculose et de tout ce qui est IST. Voilà pour la présentation du CSP globalement. Après, je vais vous laisser la parole à Amélie. Je laisse Bonjour à tous, donc moi c'est Amélie Gilbert, je suis l'infirmière de la PAS de Bourg-en-Bresse avec ma collègue Élodie Picard qui est conseillère ESF sur la PAS. Donc en gros, comment ça fonctionne notre lien avec le CSP? Donc globalement, c'est une histoire de réciprocité, c'est-à-dire que les patients qui passent sur le CSP dans un premier temps, et comme le disait Corinne, effectivement, il y a une orientation par la suite qui se fait par le médecin du CSP sur une problématique médicale autre. Il nous les envoie et vice-versa. Si nous, on voit les patients passent en premier, dans ces cas-là, si le bilan primo-arrivant n'a pas été fait, on les envoie sur le CSP quasi systématiquement. Donc, cet adressage, il se fait principalement par mail ou par les secrétaires à chaque fin de consultation, que ce soit l'une ou l'autre, appelle celle de l'autre service pour orienter. La seule petite chose qui diffère, c'est qu'en fonction d'où les personnes sont hébergées, il y a des inscriptions au CSP qui se font de manière différente parce qu'ils fonctionnent par foyer. Donc, des fois, ils convoquent les personnes des foyers tout en même temps. Donc, dans ces cas-là, on leur refait juste un petit signal en disant bah voilà, telle personne doit être vue ou a été loupée au moment du parcours. Donc, voilà, on s'assure que ce bilan primo-arrivant, il est bien fait à un moment ou à un autre. Donc voilà. Et le CSP nous envoie aussi des personnes pour la délivrance de certains traitements, parce qu'il arrive que les médecins, même si ça ne concerne pas forcément la mission du CSP, voilà, si la personne se plaint d'une douleur à l'estomac, voilà, et qu'il lui faut un traitement pour l'estomac,
dans ces cas-là, qui doit être délivré par la PAS, ils nous appellent et nous disent, voilà, est-ce que vous pouvez valider cette ordonnance et faire la délivrance PAS. Donc, dans ces cas-là, ça se fait comme ça. Pourquoi ça fonctionne? En fait, ça fonctionne très bien parce que déjà, géographiquement, le CSP et la PAS ont un parking à traverser pour se rejoindre. Donc, déjà, pour les patients, ça fonctionne très bien parce qu'on est pas loin les uns des autres. Historiquement, en fait, le CSP a eu à un moment donné un médecin qui travaillait au CSP et qui a été aussi un des premiers médecins de la PAS. Donc, en fait, comme elle travaillait sur les deux structures, ça a été facile de faire ce lien au départ. Et c'est comme ça qu'en fait, la collaboration a commencé. Et donc, par la suite, on a essayé de maintenir ce lien, et d'autant plus là, depuis ces dernières années où la PAS s'est un peu plus développée avec l'arrivée justement d'une infirmière et du médecin à mi-temps. Et du coup, on essaye de bien maintenir ce lien parce qu'on se rend compte que c'est hyper efficace au niveau de nos patients pour éviter de les perdre en route. Donc, on arrive facilement voilà, par mail à se dire, tiens, j'ai vu tel patient en consultation, est-ce que vous pourrez le revoir dans quelques temps, et on arrive à les reconvoquer de cette manière-là, donc ça fonctionne plutôt bien. L'avantage qu'on a aussi, c'est comme on est sur le même hôpital, on a accès aux informations de chacun, que ce soit les résultats de radio, les résultats de biologie, voilà, et les observations que les médecins peuvent mettre. Donc c'est vrai que du coup, on n'a pas à aller à la recherche des infos à droite, à gauche. C'est vrai qu'on a tout sur le même logiciel principalement. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous facilite les entretiens. On a une connaissance réciproque et une communication régulière, c'est-à-dire que déjà, on travaille avec le même type de public, et puis on essaye effectivement de maintenir une réunion au moins une fois par an pour discuter justement de notre activité et de notre collaboration pour améliorer justement si on se rend compte voilà, il y a des oublis de rendez-vous, des choses comme ça. On essaye d'en rediscuter pour savoir comment on pourrait faciliter les choses. Mais globalement, on a réussi à mettre en place un système qui fonctionne plutôt bien. Et puis comme voilà, on se téléphone quand même régulièrement ou on s'envoie des mails, c'est vrai qu'on arrive quand même à bien maintenir cette communication. Et dernière chose, et pas des moindres, en fait, ce qui nous facilite vraiment, vraiment les choses, c'est que toute la consultation de prévention et de bilan primo-arrivant, elle est au même endroit. C'est vrai qu'on est un hôpital où le centre de santé publique réunit plusieurs choses, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les hôpitaux. Et du coup, le fait que tout se fasse au même endroit, on perd beaucoup moins de gens, en fait. Ils font leur dépistage, leur prise de sang, les consultations, enfin tout se fait au même endroit. Donc c'est vrai que du coup, nous, on voit bien qu'on est bien efficace sur les bilans primo-arrivants. Il y a quand même peu de loupés grâce à ça. Et on a la traçabilité de savoir du coup sur les logiciels si le patient a été vu en fait. Par un service ou par l'autre. Donc nous, on va interpeller la PAS si on voit qu'il n'a pas été vu et qu'on a besoin d'un complément de prise en charge. Et vous nous interpellez facilement quand vous voyez qu'il n'est pas passé par le CSP. Voilà pour notre collaboration. Merci pour cette première présentation. Je propose qu'on enchaîne peut-être avec la présentation donc, du dispensaire Émile Roux. Il n'y avait pas le cas clinique? Ah, pardon, oui, il y avait le cas clinique, ouais. Ah, autant pour moi, pardon. Pardon. Il y avait la diapo aussi sur la proximité des deux services. Ah oui, le petit plan. La diapo numéro 5, où en fait on avait créé un support, mais c'est pas grave, c'était juste indicatif pour que les patients puissent passer d'un service à l'autre. Et en fait, le cas clinique, c'était un cas typique d'une famille en fait qui était en hébergement d'urgence hivernal et qui du coup est rentré par vous à la base. Oui, en fait, on a vu, nous, la famille, dans un premier temps, pour madame qui venait consulter à la PAS pour des problèmes voilà, de médecine générale. Elle était suivie notamment pour un diabète. Voilà, donc ça a été le premier contact qu'on a eu avec la famille.
Et il s'est avéré que du coup, ils ont eu leur bilan on a pu les voir, au du coup, toute CSP. la famille en charge, les enfants et les parents, effectivement, pour les consultations de primo-arrivants, du coup, et dont on a découlé la découverte du coup d'une tuberculose chez ce patient et la prise en charge du coup de lui. Et après, en investiguant plus, on a pu vraiment, grâce au lien, pouvoir prendre en charge et les enfants aussi, qui du coup étaient aussi à traiter en préventif. Et avec en fait, la maman aussi a été très difficile à prendre en charge parce qu'elle avait aussi une tuberculose, mais elle refusait les soins. Et c'est vraiment d'avoir le même discours déjà sur la PAS, le CSP, et d'être proches ensemble pour pouvoir les amener à avoir une vraie, pas cohabitation, mais une vraie observance, ouais, une vraie implication en fait dans le suivi. Et le fait d'être tout en même place, qu'on ait pu prendre en charge aussi les enfants en pédiatrie, parce que nous on travaille beaucoup aussi avec la pédiatrie, c'est besoin pour tout ce qui est la tuberculose ou autre, et d'avoir vraiment cette proximité pour avoir une prise en charge optimum de cette famille. Et c'est sûr que là, la proximité et le travail conjointement a été primordial. C'est bon, Marie. Super. Désolée pour le petit cafouillage tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, comme j'avais perdu la main sur le partage du PowerPoint, je n'étais plus très au fait. Je vous propose du coup d'enchaîner avec la présentation du dispensaire Émile Roux, qui va nous parler de ces articulations trouvées avec les différents PASS du département du Puy-de-Dôme. Je ne sais pas si Madame Hurtado, vous êtes par là. Oui, nous sommes là avec le docteur Chapeau. Vous êtes par là, super, avec le docteur Chapeau. Partager. On va vous partager le PowerPoint. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne vous entend pas. Ah, vous nous entendez pas là? Là, vous nous entendez? Ah, super, ouais. Ah. Et est-ce que vous voyez le partage arriver? La parole est à vous. Est-ce que vous avez le partage ou pas? Alors, on ne vous entend plus. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'est que nous. Est-ce que les autres participants entendent? Oui, nous, on entend. Hein. D'accord. Donc, on voulait savoir déjà si vous aviez le partage sur l'écran ou est-ce que vous voyez. Bon, écoutez, c'est de notre côté alors. Bon, personne. Est-ce que vous voyez notre partage? Oui, on voit sur l'écran le partage. Merci beaucoup. Donc, donc nous travaillons plutôt sous forme de conventionnement avec les PASS du département. Vas-y, tu peux. Hein. Donc, le dispensaire Émile Roux a les mêmes missions qui vous ont été présentées précédemment à l'échelle du département du Puy-de-Dôme, donc centre de vaccination. On a fait environ 5500 vaccins l'année dernière. Cégide, donc centre de dépistage anonyme et gratuit VIH-IST, 7000 consultations et centre de lutte anti-tuberculose, CLAT, où nous avons fait environ 2200 radios et 1900 consultations médicales. Nous sommes également centre de tabacologie. Nous faisons des bilans de santé pour des personnes en situation de précarité. Donc, c'est autre chose que les bilans de primo-migrants. C'est pour, par exemple, les bénéficiaires du RSA. Et nous portons 3 programmes de TP, asthme, BPCO, tuberculose et maladies cardiovasculaires. Je ne vous ai pas précisé, mais nous sommes un service du conseil départemental du Puy-de-Dôme et nous sommes habilités par l'ARS pour la mission CLAT et la mission Cégide et conventionnés pour la mission pour la mission vaccination et les ETP. Et géographiquement, on n'est pas dans les centres hospitaliers, on a un bâtiment qui est propre et qui est en centre-ville de Clermont-Ferrand. Ouais. Alors, nous avons un seul site. En revanche, nous travaillons sur l'allée vert. Par exemple, nous avons un bus santé que nous partageons avec la PMI et le fait que nous ayons un site central à Clermont-Ferrand explique aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons travaillé sur les conventionnements avec les PASS qui, elles, se trouvent pour certaines sur les territoires. Donc, je voulais vous faire une petite présentation de bilan de santé primo-arrivant. En tout cas, j'avais prévu de le faire, mais bon, vous connaissez déjà le sujet, donc on va pas s'étaler dessus. Dans le Puy-de-Dôme, il est proposé, on essaye dans les 4 mois suivant l'arrivée sur le territoire, et bien sûr, la participation n'est pas obligatoire.
L'objectif, c'est de dépister précocement les problèmes de santé et on fait des dépistages ciblés en fonction du pays d'origine et du parcours de vie. La mise à jour du statut vaccinal, prévenir la propagation de maladies infectieuses comme la tuberculose, la prise en compte, et prenons aussi la prise en compte de la santé mentale et l'orientation vers des soins adaptés, puisque nous avons dans notre équipe une médiatrice en santé et une psychologue qui travaillent et vers lesquels nous pouvons orienter certains patients qui ont des bilans et qui le nécessiteraient. Dans le cadre du CLAT, le bilan de primo-migrants, il est réalisé dans le cadre du CLAT puisque c'est l'article, ça nous est demandé dans le cadre de l'habilitation via l'article D3112-7 du Code de la santé publique. En 2024, nous avons fait 763 bilans. Donc, bien sûr, on fait une recherche de tuberculose, maladie et d'ITL. On a un appareil radio et une manipulatrice radio dans nos locaux. On fait le bilan de prévention, examen clinique, bilan sanguin, prélèvement périphérique. Le fait qu'on soit Cégide et centre de vaccination nous permet de faire des investigations plus larges qu'un CLAT classique. Bien sûr, on vérifie le statut vaccinal, on le met à jour si nécessaire et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut orienter vers la médiatrice ou la psychologue si besoin. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu une évolution des missions de CLAT avec cette ouverture de possibilité de faire des bilans primo-migrants et donc ces fameux bilans de prévention. Néanmoins, c'était important de vous signaler, et en échangeant, que cette mission est apparue pour les CLAT, ne s'est pas forcément suivie de moyens supplémentaires de la part de nos financeurs. Donc, on sera toujours, au bout d'un moment, aussi limité, puisque notre fonds FIR qu'on touche pour l'habilitation CLAT n'augmente pas, n'a pas augmenté. Et comme les bilans sont gratuits et que nous n'avons pas notre propre laboratoire, c'est un coût certain sur notre budget. Et ce qui explique que tous les CLAT ne fonctionnent pas pareil et que tous les CLAT n'aient pas pu absorber complètement cette mission de bilan de prévention. Donc, pour pouvoir réaliser ces bilans, nous avons travaillé avec les PASS du territoire selon 2 modalités de conventionnement. Il y a une modalité qui est particulière à Clermont-Ferrand, qui est avec Santé Solidarité 63, qui porte une passe plus particulièrement dédiée aux personnes primo-migrantes et aux précaires, qui nous oriente les primo-arrivantes qu'ils reçoivent dans le cadre de leurs activités de médecine générale pour la réalisation du bilan de prévention. Donc, ce que nous faisons depuis 2 ans, c'est que nous réservons des créneaux de rendez-vous pour ces patients-là. Donc, toutes les semaines ou tous les mois, on envoie un calendrier à Santé Solidarité avec un certain nombre de créneaux et c'est eux qui positionnent leurs propres patients sur nos créneaux et qui nous les envoient le jour J. On a des plaquettes qui sont remises aux patients pour qu'ils puissent nous trouver assez facilement. Donc, ils nous envoient un petit courrier médical par mail sécurisé en plus de l'observation qu'ils ont faite. Donc, ce qui nous permet de démarrer la consultation avec éviter de faire des choses redondantes. Et on reçoit forcément l'organisation sur Clermont, c'est qu'on ne fait pas de bilan primo-migrant si la personne ne nous est pas orientée vers Santé Solidarité. Les autres partenaires hébergeurs, comme les GUDA, les KS, etc., ne peuvent pas nous envoyer des personnes directement. Elles les envoient d'abord à Santé Solidarité, qui ensuite nous les positionne sur les créneaux, ce qui nous permet de répondre à la demande et d'éviter les doublons et d'orienter les personnes de manière anarchique. On a essayé de fluidifier le parcours patient parce que on essaye qu'il soit le même en fait pour tous, parce que si de temps en temps c'est nous qui les voyons en premier, il faut qu'on appelle la PASS pour savoir si eux aussi les ont vus. On n'a pas de système interconnecté ou vice versa, et du coup il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus soit dans un sens soit dans l'autre. Donc on a essayé de faire un parcours patient pour essayer de fluidifier les choses et de cadrer les choses. Dans la convention, il y a également la fourniture par le dispensaire de vaccins en tant que centre de vaccination pour la vaccination des personnes qui sont sans droit ouvert à l'assurance maladie, ce qui limite les perdus de vue et les pertes d'occasion de vacciner.
Pour les passes extérieures à Clermont-Ferrand, qui fonctionnent bien, donc la passe de Thiers, la passe d'Ambert et la passe de Rion, nous avons alors c'est pas délégué, mais les passes peuvent réaliser les bilans de santé avec un financement par le dispensaire des radios et des examens biologiques pour les patients qui n'ont pas de droit ouvert. Si les patients ont des droits ouverts, elles peuvent aussi réaliser des bilans. En revanche, elles font jouer le droit des patients à l'assurance maladie pour le remboursement des examens sanguins et des radios. Dans ces 3 centres hospitaliers, on a aussi une convention avec le centre de radiologie pour qu'ils puissent nous facturer directement les radios réalisées. Alors, ils réalisent aussi des radios pour nous que l'on peut demander dans le cadre des enquêtes CLAT. On a aussi fait un conventionnement, en tout cas pour Thiers et Ambert, avec le laboratoire sur place pour qu'ils puissent aussi nous refacturer les bilans. Donc pour cela, on met aussi à disposition des flacons de tuberculine pour pouvoir faire des IDR, tant qu'il en existe. Il y a une double lecture des radios pulmonaires par le dispensaire et il y a la prise en charge après par le dispensaire des patients qui sont éventuellement dépistés positifs. On finance aussi, comme pour la passe de Clermont, on fournit des vaccins pour la vaccination pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert à l'assurance maladie. C'est des conventions qui évoluent au fur et à mesure du temps, qu'on continue à faire évoluer, qui dépendent aussi des effectifs à chaque moment, de ce que chacun est capable de faire. Et on essaye de se rencontrer en tout cas régulièrement pour faire le point, pour qu'on garde le lien, pour qu'on puisse adresser les patients facilement d'un côté ou de l'autre quand il y a besoin, quand il y a des positifs. Mais c'est vrai que déplacer des personnes d'Ambert pour réaliser des prises de sang qui peuvent être réalisées à Ambert, c'était plus simple de pouvoir conventionner et ça avait plus de sens pour les patients. Ou alors, des fois, nous déplacions de façon régulière à Ambert, mais que toutes les 6 semaines. Et c'est pareil, c'était pas toujours adapté parce que c'est des logements qui sont diffus là-bas, où la problématique de la mobilité est importante. Donc, on essaye, on fait évoluer les choses et on essaye, dans le cadre de nos financements, est-ce qu'on peut aussi mettre en place humainement, de faire vivre ces conventions et de les mettre en place au fur et à mesure. Voilà. Ces conventions, alors pour Santé Solidarité, c'est une convention qui est plus ancienne. Pour les phases de Thiers, Ambert et Rion, c'est des conventions qui sont assez récentes qu'on a signées cette année. On a fait évoluer au-delà des radios. Les radios ont toujours existé, mais là, c'est vrai que on l'a fait évoluer. Voilà, on vous a remarqué un petit peu les objectifs et les enjeux, mais c'est effectivement ce qui vient d'être dit. Et par exemple, une situation qui aurait pu passer en fait entre les mailles du filet, Santé Solidarité à la base a vu une maman qui le suivait pour un diabète, qui était originaire d'Angola, qui avait 46 ans et qui était accompagnée de sa fille de 17 ans et 11 ans. Et ils nous les ont adressés pour que nous, on fasse les bilans. Alors surtout la maman, mais on a saisi l'opportunité de faire la fille de 17 ans et de 11 ans qui finalement posait peu de problèmes pour Santé Solidarité et aurait pu complètement passer entre les mailles. Et en faisant la radio pulmonaire de l'enfant de 17 ans, on a trouvé une séquelle de tuberculose maladie. On ne savait pas si c'était une séquelle ou pas. Donc on l'emmène au scanner. Pour l'emmener au scanner, on fait des bêta-HCG qui reviennent positifs. Donc, on découvre une grossesse. La médiatrice en santé l'a accompagnée du coup au planning familial puis au CHU puisque la grossesse était bien avancée, plus de 8 mois de grossesse. Ça a permis d'accompagner l'enfant de 11 ans aussi parce qu'il y avait une infection tuberculose latente. Ça a permis de dépister du coup et d'accompagner cet enfant de 17 ans et on lui a aussi trouvé le diabète gestationnel. Du coup, après, elle a été suivie par Estin. Et puis, finalement, Santé Solidarité, en tant que PASS, l'a re-suivie comme patiente pour son diabète gestationnel avec leur équipe mobile pour les injections d'insuline. Mais voilà, le fait d'adresser de façon un peu systématique, finalement, on a trouvé des choses là où on ne s'attendait pas. Nous, on a fait des dépistages, on l'a vu à un moment de sa vie. Puis après, Santé Solidarité a repris la suite sur ses missions. Donc, c'est vrai qu'à force de travailler ensemble et sur des patients, après nous, c'est un territoire qui n'est pas très grand, où on se connaît plutôt bien. Finalement, c'est assez ça commence à être assez fluide entre tous les acteurs de santé. Et pour les patients, on a plutôt, même si
géographiquement, on n'est pas exactement au même endroit. On a plutôt un beau taux d'acceptation et pas tant de perdu de vue que ça entre ceux qui sont vus à Santé Solidarité, ceux qui nous sont adressés et ceux à qui on peut rendre les résultats. On arrive à avoir quand même une bonne observance. Depuis qu'on a mis en place les créneaux réservés aux patients orientés par Santé Solidarité, on a moins de lapins qu'avant. Oui. Oui, parce que c'est des choses qui sont assez réactives et qui sont sur un temps court et qui correspondent aux besoins des patients. Puis ils ont notre numéro, hein, quand ils ont le moindre doute ou qu'il faut faire accélérer un bilan, on essaye aussi de le faire. Et puis vice-versa, quand nous on a besoin sur la découverte d'un diabète qui réintervienne rapidement, ils le font aussi très bien. Voilà un petit peu sur notre organisation. Merci en tout cas pour ces 2 présentations et pour la part des professionnels donc, de 3 équipes. Hein. Je voulais savoir donc s'il y avait des questions dans la salle ou des réflexions par rapport à ces 2 interventions. Et par rapport à cette question, effectivement, des articulations entre vos dispositifs. A priori, non. Mais je vais peut-être commencer, ça fera peut-être venir des questions derrière. Moi, j'avais 2 questions. Une pour la passe de Bourg-en-Bresse. Je voulais savoir si vous voyez systématiquement tous les primo-arrivants qui ont leur bilan de santé sur l'espace de santé publique ou simplement les personnes qui vous sont orientées quand on a des problématiques de santé particulières. C'est bon, tu nous entends, Elisabeth? Oui, très bien. Donc non, on les voit pas tous, hein, on les voit effectivement uniquement ceux qui sont orientés par le médecin et qui ont relevé une problématique d'hypertension, de diabète, de choses que eux ne pourront pas gérer. Donc non, on a. Et à l'inverse, nous, on n'a pas. Ceux qu'on voit n'ont pas. Ont déjà été vus des fois aussi, n'ont pas été vus par le centre de santé publique, et dans ces cas-là, c'est nous qui les orientons parce qu'ils n'ont pas encore eu ou ils sont passés à travers les mailles, ce qui est plutôt rare, mais bon, malgré tout, on profite de notre première consultation pour forcément checker le passage au CSP. Ok, donc ça c'est intéressant. Vous faites systématiquement effectivement un passage quand le primo-arrivant n'a pas eu ce bilan de santé. Mais dans l'autre sens, effectivement, vous sont orientés que les patients qui ont besoin de soins, puisque c'est votre mission, prendre en charge les soins des primo-arrivants. Merci pour votre retour. Moi, j'avais juste une question peut-être, mais c'est peut-être trop tôt, puisque je crois que la convention que vous avez faite sur Émile Roux avec les passes de Thiers, Ambert et Rion de cette année. Je voulais savoir si vous pouviez déjà nous dire à peu près combien de patients ont été concernés par cette activité, s'il y a une vraie prise en compte de cette convention par la PAS pour pouvoir faire ces bilans de santé eux-mêmes et refacturer ensuite auprès de votre centre. Alors, c'est trop tôt, on n'a pas les chiffres. Par contre, ils vont le mobiliser, ça c'est assez sûr, mais ils sont très très attentifs sur le fait est-ce qu'ils ont des droits ou pas, parce que des fois entre la prise du rendez-vous et le moment du bilan, les droits sont apparus. On estime que sur Ambert, l'année dernière, ça aurait pu concerner une quinzaine de patients. Ils auraient pu mobiliser cette convention dans le cadre d'une quinzaine de patients et ça faisait une vingtaine de vaccins. Si on avait mis en place dès l'année dernière, ce qu'on a regardé un peu pour pouvoir chiffrer, et ça aurait fait une vingtaine de vaccins mis à jour pour les gens sans droit, puisqu'une fois qu'ils ont des droits, après, ils les prescrivent. Ils continuent à les faire. C'est ça, ils font les choses en interne. C'est ça. Mais pour cette année, du coup, c'est un petit peu tôt pour l'estimer. Sur les radios, je sais que sur Ambert, j'en ai lu plus d'une quarantaine cette année déjà, en double lecture. Mais ça, les radios, c'est antérieur et c'était déjà mobilisé assez bien. Oui, d'accord. Merci pour ces précisions. Je vois que Patrinos, vous avez une question, je vous laisse prendre la parole. Oui. Je voulais parler de l'évaluation. Oui, moi j'avais une question, c'était pour Bourg-en-Bresse, au niveau des prescriptions médicales qui se transfèrent entre le centre de santé et la PAS. Est-ce qu'au niveau de la PAS, étant donné que vous avez le même logiciel, du coup, je ne sais pas si les médecins du centre de santé sont considérés comme des médecins hospitaliers. Et est-ce que ces ordonnances-là n'ont pas utilité d'être retranscrites par le médecin de la PAS? En fait, c'est pas tellement notre médecin qui les retranscrit. En fait, c'est surtout pour déjà faire valider d'un point de vue
pour être sûr voilà, que c'est bien une ordonnance PASS qui peut être validée. Donc ça, souvent, c'est plutôt le regard de ma collègue assistante sociale. Et puis, ça nous permet aussi de ne pas perdre les gens en route parce que géographiquement, la pharmacie de l'hôpital est sur le trajet de la PASS est sur le trajet de la pharmacie. Et du coup, ça permet de faire une étape déjà pour que les gens soient bien sur le bon chemin. Et en général, voilà, être sûr qu'ils arrivent bien à la pharmacie. Mais en fait, voilà, la validation, elle est plus d'un point de vue, voilà, être sûr qu'il n'y a pas eu parce que des fois, les médecins du CSP, normalement, ils ont un regard sur les droits quand même, mais il peut y avoir des petits loupés en pensant que la personne n'avait pas de droit et du coup, ils nous disent, tiens, c'est une ordonnance PASS. Et du coup, au final, une fois que les gens repassent vers nous, on se rend compte que c'était une erreur ou il y a certains traitements aussi qui ne sont pas forcément délivrables par la PASS. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc, on aime bien avoir juste voilà, un regard pour bien valider, mais ce n'est pas notre médecin en fait qui revalide les choses. C'est le médecin du CSP, nous les oriente et voilà, et nous après on revalide soit l'infirmière, soit l'assistante sociale. Ouais. C'est le médecin du CSP qui prescrit en fait. Oui. Qui fait l'ordonnance en son Donc, nom en fait, et qui envoie pour une délivrance sous le financement de la PASS en fait. Ok. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Oui, parfait, parce que du coup, ça veut dire que la pharmacie accepte ces ordonnances aussi. J'imagine que vous avez travaillé tout ça. Oui. En fait, nous, ils attendent juste. Pas de problème, ils attendent juste effectivement que souvent qu'il y ait une signature avec notre UF. Donc, si on est un peu à distance, ça arrive qu'on les valide à distance en disant bah oui, ok, vous pouvez mettre en gros notre validation, mais la plupart du temps, on aime quand même bien que les patients passent ici pour vraiment valider les choses correctement et puis en plus pour leur réindiquer la pharmacie correctement. Ok, merci. Ensuite, j'avais une autre question, moi, c'était plus par rapport au centre de santé Émile Roux. Au niveau, j'ai peut-être pas tout bien compris, au niveau du suivi des patients diabétiques sur les injections d'insuline qui étaient assurées, si j'ai compris, par le centre de santé, c'est ça? Non, alors nous, on a fait le dépistage du diabète et après, c'est une équipe mobile de la PASS du Santé Solidarité qui a justement repris le relais sur ce diabète gestationnel en faisant les injections d'insuline. Ok, parfait. Merci pour la précision. De rien. Monsieur Corny, vous aviez une question aussi? Oui, c'était également pour le centre, pour le dispensaire Émile Roux, Cyril Corny de la PASS CLAT et du Puy-en-Velay. Sur le système de convention que vous avez fait avec Amber, du coup, en pratique, il y a des patients que vous ne voyez pas physiquement ou vous les voyez quand même systématiquement pour un rendu de résultat? Bonjour Cyril. Non, il y a des patients qu'on ne voit plus physiquement, du coup. Avant, on y allait 2 fois et maintenant, effectivement, on ne les voit plus physiquement. Donc pour les situations simples et dépistage négatif, c'est géré par les ressources locales, mais vous arrivez quand même à récupérer de manière convenable toutes les infos pour valider que le dépistage a été fait en bonne et due forme. Oui, parce que comme c'est des ordonnances qui émanent de chez nous, on est en copie des résultats. Okay. Donc, ça permet de le voir. Et après, il y a donc soit on les fait descendre, s'il y a du positif, soit on les fait descendre sur Clermont-Ferrand, soit on travaille maintenant avec le docteur Perry qui est à Ambert. Ok. Mais c'est le fait que les ordonnances, comme les ordonnances de radio, émanent de chez nous, il y a une copie des résultats des deux qui est envoyée du coup au prescripteur à nous et à la PASS. Ce qui nous permettra aussi d'évaluer le dispositif puisque nous aurons tous les résultats et nous aurons exactement le nombre de patients et ce qui leur a été fait. Ça nous permet la saisie dans nos logiciels aussi. Ok. Bon, on serait bien preneur, je pense, des conventions, parce qu'on a un peu ces difficultés-là aussi sur notre territoire. Des exemples, on est en train de le mettre en place au Chambon-sur-Lignon et peut-être sur d'autres périphériques de l'hôpital périphérique du Puy, en quelque sorte. Avec plaisir, on échangera et puis voilà. De toute façon, on a des patients qu'on partage aussi parce que des fois, ils sont plus proches de chez nous que vous, donc ça aidera peut-être. Mais sans problème, je dois avoir le mail, on pourra envoyer. On fera passer.
une convention vierge. Merci. Merci pour ces interventions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir, partager des expériences sur d'autres territoires? On peut en profiter aussi puisqu'on a encore un petit peu de temps. Je vais mettre une petite note. Du coup, moi, j'en ai encore une. Je suis désolée. Ah, bah, C'était allez-y, Madame Patrinos. Et puis après, on laissera la place de Bourg prendre la parole. Je vous en prie, allez-y. c'était juste par rapport à la domiciliation des personnes et la prise en charge par les centres de santé qui dépendent du département. Est-ce qu'il faut que le patient soit domicilié sur le département ou pour des patients qui sont limitrophes, comme nous, Valence, Ardèche, est-ce qu'ils sont quand même, est-ce qu'ils pourraient par exemple, je ne sais pas, un patient, un demandeur d'asile qui a sa domiciliation en Ardèche, est-ce qu'il pourrait être vu par le centre de santé, enfin par le département de la Drôme, quoi, question. Alors, je ne sais pas si les exécutifs vont pouvoir vous répondre parce que là, effectivement, la particularité sur votre territoire, c'est que c'est le département qui porte le centre de dépistage et si j'ai bien compris, c'est ça? Mais en fait, nous, ça peut arriver, c'est typiquement ce qu'on disait avec Cyril, parce qu'on peut avoir des gens qui, de Langeac, prennent plus facilement le train ou Brioude, qui prennent plus facilement le train pour monter chez nous qu'aller au Puy. Donc, il y a des fois où nous, ça peut arriver ou qui ont été en plus, des fois au début dans le 63, puis plus. Donc, ça arrive que des fois, il y a des suivis qu'on commence et qu'on continue et qui vivent plus tout à fait dans le 63. Après, on essaye d'échanger entre nous et de voir en fonction du patient qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas le perdre de vue. Il me semble que légalement, d'ailleurs, vous n'êtes pas sectorisé. Enfin, vous prenez tous les patients qui ont besoin d'une prise en charge. Il n'y a pas forcément une obligation que les patients habitent sur le territoire. Alors, dans le Un cadre peu des comme les passes ou pas? tuberculose, c'est très cadré, et dans le cadre du reste, c'est pas très cadré. Ok, d'accord. Donc, ça laisse une petite marge de manœuvre. Donc, on se la laisse en tout cas. Au mieux dans l'intérêt du patient et puis aussi en fonction des finances. Il y a toujours la question du financement. Des finances. Ouais. Merci. La passe de Bourg? Oui. Oui, en général, pour la suite, on prend quand même ceux qui dépendent du département 01 et qui sont domiciliés. Et après, on peut exceptionnellement voir en dehors. Mais après, nous, on va pouvoir envoyer sur une passe qui est hors département 01 si le patient est plus proche, par exemple, du 73 ou du 74. On envoie à Aix-les-Bains parce qu'on vient sur Culose et que la passe de Aix-les-Bains est plus proche. Ok. Et sinon, moi, je voulais poser une question justement par rapport à ce que vous disiez en dernier, par rapport à la déclaration des activités. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'important pour tous? Et par rapport à vos conventions, du coup, avec les passes, vous déclarez, vous, ce que vous avez financé au niveau du conventionnement, et les passes déclarent aussi le nombre de patients que, du coup, ils ont vu dans ce cadre-là. Parce que, du coup, ça impacte le centre Émile Roux, tout ce qui est financier. Mais par contre, c'est bien la passe qui les a vus. Oui, mais on a bien les demandes dans nos rapports d'activité de ce qui a été financé. Donc, ça nous permet de répondre à la question. Donc, vous déclarez que en ce qui a été financé, du coup. Alors, il y a, dans notre app, on nous demande plein de choses, notamment le nombre de consultes qu'on a fait. Mais là, du coup, on ne déclare pas de consultation. Mais par contre, on déclare ce qui a été financé. On a re-regardé la question récemment dans le cadre du CLAT, justement, sur les découvertes de VIH dans le cadre du CLAT. Et c'est le nombre de rendez-vous positifs. Donc là, effectivement, c'est sur les sérologies financées. En tout cas, quand on a interrogé les CLAT, c'est le nombre de sérologies. Quand la sérologie a été financée, il faut qu'on le déclare dans le positif trouvé. Oui, c'est toujours l'ambiguïté parce que la PAS va sûrement déclarer de son côté aussi. Je ne sais pas si vous avez la PAS qui est là aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, l'ARS nous demande de le déclarer comme ça. Donc, on prend en compte comme ça. Après, il n'y aura pas de double. Le VIH étant une maladie, elles ne sont pas comptées comme ça, si vous voulez. C'est des MDO. Donc, ça ne modifierait pas l'épidémiologie française. Et par contre, la PAS doit bien déclarer la consultation parce qu'ils l'ont bien vue. Ils l'ont fait, ben oui. Ils l'ont bien faite. Et nous, on ne déclare bien pas la consultation. Par contre, on déclare la prise en charge. Ok.
Oui, donc là, on n'est pas sur on est vraiment sur des activités complémentaires pour le coup. Merci en tout cas pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres envies de prise de parole? Écoutez, merci aux participants pour ces échanges. Vous aurez de toute façon euh, voilà, le webinaire qui a été enregistré, on vous fera passer le lien pour que vous puissiez éventuellement le revoir sur YouTube et on le fera passer aussi aux équipes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Merci encore à vous tous. Et puis voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer parce que je pense que vous avez tous pas mal d'activités. Eh bien, écoutez, bonne fin d'après-midi et puis merci pour vos interventions et pour vos PowerPoint. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Ah. Il y a quelqu'un qui a dit, on a des questions avec le micro. Il y avait encore des questions? Bah, je crois, Elisabeth, sur l'écrit, parce qu'il y a la face du Cantal qui n'a pas de micro. Ah. Ici, un médecin. Ah oui, donc le médecin du CLAT d'Aurillac dit qu'ils ont qu'un temps à 10%. D'accord. Donc c'était juste pour dire que leur activité était contrainte, c'est ça un petit peu? Bah, ils ont mis, on a des questions, mais pas de micro, mais il y a. Voilà. Ah. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Oui, je pense qu'il faut qu'on attende le temps où ils tapent. On va les laisser taper, oui. Donc voilà ce que nous disent les collègues effectivement sur le territoire d'Aurillac, c'est que c'est la PAS qui fait effectivement le bilan de santé, le CLAT n'ayant pas effectivement le personnel suffisant pour le faire et qui prescrit la radio pulmonaire. Bon, bah ça c'est une particularité de ce territoire. Avec une infirmière qui est moitié sur la vaccination et le CLAT. Il y a l'idée, alors je me permets de réagir, donc c'est Marie Jeunot qui parle, j'ai ma caméra. Oui, sur Aurillac, effectivement, le CLAT est peu doté en tant que médecin, néanmoins, il y a l'idée quand même en fait, de fonctionner un petit peu comme ce qui nous a été présenté par le dispensaire Émile Roux, c'est-à-dire que sur le temps de travail du médecin de la PAS, il y a effectivement des actes qui sont faits au profit d'un dépistage ou d'un bilan de santé primo-arrivant, et tout l'enjeu étant là aussi de pouvoir refacturer au bon endroit, je dirais, ou de pouvoir. Alors là, comme les deux dispositifs de santé publique appartiennent, enfin les dispositifs de santé publique et la PAS appartiennent au même centre hospitalier, l'idée c'est de pouvoir maîtriser aussi un peu les enjeux financiers et des circuits de facturation et de la refacturation effectivement au CLAT de l'activité qui lui appartient. Mais il y a bien une partie de l'activité qui est faite sur le temps de travail du médecin de la PAS, un peu comme ce qui vient de nous être décrit par le dispensaire Émile Roux. Est-ce que l'équipe d'Aurillac voulait préciser quelque chose de plus? Donc oui, vous pointez effectivement que ce n'est pas très clair au niveau des budgets, mais bon, je pense que Marie... C'est également ce que je pointais nous en disant qu'on n'avait pas eu d'augmentation des fonds FIR pour la mission prévention.
Donc, c'est pour ça que je dis attention du côté des CLAT, parce que même si des choses sont faites, cela ne signifie pas forcément l'augmentation des fonds FIR. Alors, clairement, c'est un élément qu'on avait eu, nous, hein, effectivement, que vous n'aviez pas été financé de manière complémentaire, à tel titre que certains CLAT ont refusé de porter cette mission. Donc, voilà. Exactement. Et ce qui pose aussi un problème d'équité sur les territoires, enfin, d'organisation de la prise en charge de ce parcours bilan de santé. Et visiblement, je vois que sur Aurillac, le médecin CLAT part en avril. Bon, ben, ça ne va pas être facile derrière, hein. Est-ce qu'il y a d'autres PAS qui pourraient dire un petit peu comment ça se passe sur leur territoire ou si c'est eux qui portent un petit peu ce bilan de santé ou s'ils ont des liens quand même assez fonctionnels avec les CLAT, les CGID, les centres de vaccination? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Pas particulièrement. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci. Désolée d'avoir pas euh, vu la question plus tôt. J'ai failli vous couper la vidéo trop tôt. Merci pour ces échanges et puis au plaisir de vous retrouver lors d'un autre webinaire. Bon après-midi à vous. Au revoir.